J'aime beaucoup ma mère. Elle était mon monde et ma vie. Et je ne la reverrai plus jamais à cause de ce monstre. Je voulais juste savoir pourquoi tu as fait ça. Ça va me hanter pour le reste de ma vie. Une vie que je vais vivre sans ma mère. Morgan était responsable des opérations chez FedEx, une entreprise de livraison et de transport, et parfois il prenait le quart de nuit. Un certain jour d'octobre 2020, elle est sortie un peu après 2 heures du matin, mais elle n'a même pas eu le temps de démarrer la voiture, car alors qu'elle était encore assise sur le siège du conducteur, elle a été abattue devant la porte de sa propre maison. Cette affaire implique l'obsession d'un homme qui n'aurait peut-être jamais été arrêté sans l'aide de la technologie. Grâce aux caméras de surveillance, la police a pu identifier un suspect. Et avec l'analyse médico-légale de son téléphone portable, beaucoup de choses ont pu être révélées. Ce qui l'a amené à porter lui-même dans sa propre poche toutes les preuves qui le mettraient derrière les barreaux. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Morgan Fox. Le 28 octobre 2020 à 6h24 du matin. La police de North Canton, dans l'Ohio, a reçu un appel d'un jeune homme nommé Jason, disant que sa petite amie, Morgan, était morte. À l'intérieur de la voiture, un SUV devant leur maison. Elle était assise sur le siège du conducteur, affaissée sur le tableau de bord, et semblait avoir reçu 2 balles. Morgan travaillait comme responsable des opérations chez FedEx, une entreprise de transport et de livraison située tout près de chez elle. Elle avait l'habitude de partir à 2h15 du matin pour commencer son service à 2h30. Mais ce matin-là, Jason, en se réveillant pour aller travailler, a trouvé étrange que sa voiture soit encore devant la porte, et en s'approchant, il l'a trouvée déjà sans vie. Morgan Ashley Fox est née le 22 août 1991 et avait 29 ans. En 2012, à l'âge de 21 ans, elle a donné naissance à une fille nommée Emilia. À l'époque où ces faits se sont produits, Morgan sortait avec Jason depuis environ 1 an. Ils vivaient déjà ensemble depuis quelques mois et prévoyaient de se marier. Lorsque Morgan prenait le quart de nuit, elle devait laisser sa fille chez sa mère, Cindy, étant donné que Jason partait aussi très tôt de la maison, et que la petite fille, qui avait alors 8 ans, ne pouvait pas rester seule avec elle dans le logement. C'était la grand-mère qui l'emmenait à l'école le matin, et Morgan venait la chercher l'après-midi. Autrement dit, elle n'était pas à la maison lorsque le crime a eu lieu. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont examiné toute la scène avec attention. Morgan avait été touchée par 2 balles sur le côté gauche du crâne, une derrière l'oreille et une autre au-dessus. L'une d'elles a traversé et la balle a fini par s'arrêter dans la porte latérale du passager. À l'intérieur de sa voiture, il y avait son sac avec toutes ses cartes et son argent. Son téléphone portable, qui a été récupéré pour l'expertise, a été retrouvé par terre. Sur la pelouse du voisin, il y avait des traces de pneus et des taches de boue sur la clôture, ce qui a éveillé les soupçons que, si ces marques étaient liées au crime, quelqu'un attendait de Morgan dans une voiture pour qu'elle sorte. Tout indiquait qu'il s'agissait de quelque chose de prémédité. Ainsi, les premiers soupçons se sont tournés vers son petit ami, Jason. Ce matin-là, Cindy a été informée par la police de ce qui s'était passé. Jason n'a réussi à appeler personne car il était complètement désespéré. Elle s'est précipitée, désespérée chez sa fille, sans croire à l'appel qu'elle avait reçu, mais en arrivant et en voyant les lieux remplis de policiers et de rubans jaunes bloquant l'entrée aux curieux, elle a pris conscience de la réalité. Imaginez alors combien il a été difficile pour elle d'annoncer à sa petite fille ce qui s'était passé. Lors de l'interrogatoire, Jason agissait normalement. Bien qu'il soit un suspect potentiel, il avait des réactions attendues pour quelqu'un qui était sous le choc d'avoir trouvé sa petite amie dans cet état. Il a été très honnête sur tout, racontant comment était leur relation, admettant qu'ils avaient des problèmes de vie communes comme tout le monde, mais rien d'alarmant qui aurait pu déclencher une telle fureur. Il a même mentionné que Morgan avait des problèmes au travail avec certains de ses collègues masculins
qui, parfois, ne la respectait pas simplement parce qu'elle était une superviseure femme. Cependant, lorsque Cindy a été interrogée, en plus d'avoir dit qu'elle ne pensait pas qu'il y avait des raisons de se méfier de Jason, elle savait aussi que Morgan avait quelques différends avec des collègues de travail, mais elle avait un peu plus de détails. Selon Cindy, Morgan était harcelée, parfois même persécutée par un seul employé, mais elle ne savait pas dire son nom. Ainsi, dans l'après-midi de ce même jour, le 28 octobre, une équipe s'est rendue chez FedEx pour interroger les collègues de travail. Michelle, l'une des collègues les plus proches de Morgan, a confirmé ses problèmes et a raconté un fait survenu 2 semaines auparavant. Le 8 octobre, le téléphone portable de Morgan avait disparu de son bureau. Et pendant qu'elle le cherchait, un employé nommé Larry a indiqué qu'il pensait avoir vu l'appareil entre les mains d'un autre employé appelé Jason McDermott, âgé de 29 ans. Juste pour être clair, son petit ami et cet employé s'appellent tous les deux Jason. Pour éviter toute confusion dans la compréhension de l'histoire, à partir de maintenant, lorsque je parlerai du petit ami, je préciserai Jason, le petit ami. Et lorsque je parlerai de ce collègue de travail, ce sera simplement Jason. Alors, lorsque Morgan est arrivé auprès de Jason, il a essayé de cacher l'appareil dans sa poche, mais finalement il l'a rendu en disant que lui et 3 autres personnes avaient déjà manipulé l'appareil et vu certaines choses, en faisant des commentaires sexistes. Une chose que je n'ai pas pu vérifier pour confirmer et qui m'a laissé perplexe était la suivante. Comment ont-ils réussi à accéder à son téléphone ? Genre, ils avaient son mot de passe ? Si oui, comment ? Ou le téléphone n'avait pas de mot de passe. Ce que je trouve très improbable en 2020, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à accéder et ont vu quelque chose. Morgan a signalé la situation à son superviseur direct, qui à son tour a dit qu'il allait vérifier. Mais pendant les jours suivants, Jason n'a même pas été convoqué pour fournir des explications. Elle est devenue très contrariée, sans le soutien de l'entreprise, se sentant désemparée, et elle voulait juste résoudre la situation, car cela perturbait profondément la convivialité sur le lieu de travail. Cette amie, Michelle, a ajouté qu'ensuite, Jason a écrit une lettre à Morgan pour lui présenter ses excuses. Mais sans même ouvrir l'enveloppe, elle est allée là où il se trouvait. Et en particulier, elle a rendu la lettre, lui demandant de ne plus jamais lui adresser la parole. Michelle lui a conseillé d'envoyer un email relatant l'incident au service conformité de l'entreprise. Le service conformité est le département qui surveille l'ensemble des bonnes pratiques et des règles, visant à garantir que ses employés respectent les lois, les politiques internes et les normes éthiques. Michelle a dit qu'elle l'aiderait à rédiger le texte, mais précisément le jour convenu pour cela, Morgan ne s'est pas présenté. C'était précisément le 28 octobre. Au commissariat, pendant que Jason était interrogé, une autre équipe analysait son téléphone portable et tout de suite, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. L'alarme était programmée pour 1h20 du matin. Mais pourquoi cela a-t-il attiré l'attention ? Jason commençait son service à 3h du matin. La distance entre sa maison et son travail était d'environ 15 minutes en voiture. Alors pourquoi avait-il besoin de se réveiller 1h40 avant ? Cependant, l'historique de localisation de l'appareil indiquait qu'il était parti de chez lui à 2h48 du matin et qu'il s'était dirigé vers son travail. Ce qui confirmait, d'après ce qu'il disait, que dans la nuit du 28, il était chez lui et n'était sorti que vers 2h45 pour aller travailler. En analysant les messages, la police a remarqué que Jason semblait être amoureux de Morgan, un sentiment qui n'était pas réciproque. Certaines de ses actions étaient même alarmantes, parce que, par exemple, s'il envoyait un message et qu'elle ne répondait pas, il envoyait d'autres messages, passait des appels, c'est-à-dire qu'il la poursuivait, il la harcelait. Jason a été relâché du commissariat, mais le téléphone portable a été conservé pour une expertise plus approfondie. La police a décidé de vérifier les caméras de surveillance du quartier de Morgan pour voir si elle trouvait un mouvement suspect dans la nuit du 28. Comme elle avait l'habitude de sortir après 2h du matin et qu'elle arrivait au travail à 2h30, ils ont pensé que c'était l'heure du crime.
Les caméras de l'avenue principale ont montré qu'à 1h38, une Ford Focus bleue se dirigeait vers l'endroit où se trouvait sa résidence. Et cette même voiture est revenue à 2h10. Ces horaires coïncidaient avec deux informations que la police possédait déjà. Premièrement, que l'heure du crime était entre 2h et 2h30. Et deuxièmement, comme il soupçonnait avant Jason, son alarme à 1h20 est seulement quelques minutes avant que la voiture ne passe en direction de la maison d'elle. D'accord, mais quelle était la voiture de Jason ? Exactement, une Ford Focus bleue. Il avait également déclaré dans son témoignage qu'après avoir quitté le travail, il n'avait rien fait de différent, à part laver la voiture dans une station de lavage. Et cette information avait déjà éveillé des soupçons, parce que ce jour-là, le 28, il avait plu. En regardant les caméras de la station de lavage, la police l'a facilement identifié. Cependant, il n'a pas précisé qu'il avait lavé la voiture 2 fois. On peut voir clairement qu'immédiatement après être sorti du lavage automatique, Jason revient pour en commencer un deuxième. En suivant la voiture avec les caméras pour confirmer s'il rentrait vraiment chez lui, Jason est d'abord passé à une station-service, où il a garé la voiture sur le parking. Mais au lieu d'aller vers le Select pour acheter quelque chose, il est simplement descendu de la voiture et a inspecté tout le véhicule pour s'assurer qu'il était vraiment propre. À cause de tout cela, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition et de saisie pour le véhicule. La voiture a été remorquée et emmenée pour une expertise. Pendant que cette expertise avait lieu, le 1er novembre, le lendemain de l'enterrement de Morgan, à 11h28 du matin, Jason a publié le texte suivant sur son profil Facebook. Foxy, j'aimerais avoir le temps d'énumérer toutes les façons dont tu as marqué ma vie, mais la liste serait si longue qu'elle ne finirait jamais. Tu étais l'ami à qui, si je passais une mauvaise journée, je savais que je pouvais parler. Tu m'écoutais toujours et tu parlais avec moi jusqu'à ce que je me sente mieux, et je me sentais toujours privilégié quand c'était l'inverse et que je pouvais t'aider de la même façon en retour. C'était si facile de nous perdre dans nos conversations au point de perdre la notion du temps et soudain, 1 ou 2 heures s'étaient déjà écoulées. Combien de fois avons-nous eu des ennuis pour avoir discuté devant l'horloge après le travail ? C'en était au point que, si nous étions en train de discuter et que le patron passait, il devait toujours s'assurer que nous avions pointé avant. J'ai tellement de souvenirs affectueux de notre amitié que j'aimerais pouvoir tous les citer, mais je vais en énumérer quelques-uns. Je me souviens que tu essayais sans cesse de m'approcher et de m'effrayer au travail. Mais je t'entendais toujours arriver à cause de tes fameuses bottes. Tu m'as surpris le seul jour où tu ne les portais pas. Tu t'es approché de moi pendant que je déchargeais une remorque, tu m'as attrapé par la taille et tu m'as fait une sacrée peur. Je me souviens d'avoir plaisanté avec toi en disant que, même si tu étais mince, tu étais toujours en train de grignoter au travail. Je ne sais pas combien de fois je t'ai surprise cachée dans un coin, en train de manger un Taco Bell ou un de ces yaourts que tu me disais toujours d'essayer. Désormais j'en garde toujours un au frigo, je suis accro. Je me rappelle quand tu m'as demandé de déposer quelque chose devant ta porte pendant que j'étais dehors. Mais dès que je suis arrivé, tu m'as fait entrer tout excité chez toi pour me montrer la famille de cerfs qui était dans ton jardin. Ce message ressemblait à une lettre d'adieu d'un meilleur ami de Morgan. Mais en réalité, personne dans la famille ne savait exactement qui il était. Comme Morgan n'avait parlé à personne dans la famille que de la personne qui l'a harcelé, ils n'ont pas réussi à faire le lien. À cause de cela, puisqu'il était en réalité un inconnu, ce message n'avait aucun sens. Détail important, il a même changé la photo de son propre profil pour une photo d'elle. Et bien sûr, tout cela n'est pas non plus passé inaperçu auprès de la police. Après les résultats de l'expertise sur la voiture, on a identifié ce qui suit. Son pneu correspondait aux traces laissées sur la pelouse du voisin de Morgan. Des chiens renifleurs d'explosifs ont identifié de la poudre à canon sur le siège passager, c'est-à-dire qu'il était très probable qu'une arme récemment utilisée y ait été déposée. Maintenant, avec ces nouvelles informations, la police a obtenu ce dont elle avait tant besoin. Un mandat d'arrêt. Une semaine après le crime, Jason a été capturé chez lui, arrêté pour homicide qualifié et avec une caution fixée à 2 millions de dollars. Pour pouvoir attendre le procès en liberté, ce qu'il n'a évidemment pas payé, il est donc resté en prison jusqu'à la date du procès. La recherche du criminel a été effectuée.
Il restait maintenant à analyser tout ce qui avait été trouvé afin que le ministère public puisse comprendre le motif du crime. Le procès a commencé 6 mois après le crime, le 2 avril 2021, et Jason a plaidé non coupable. Cependant, pendant ces 6 mois, la police a réussi à obtenir pratiquement tout ce dont elle avait besoin pour aider le ministère public à élaborer une version qui convaincrait le jury de la culpabilité de l'accusé. Ainsi, ce que je vais expliquer maintenant est un résumé de tout ce que la police a rassemblé, ainsi que de la version présentée par le ministère public au tribunal. Jason était une personne complètement obsédée par Morgan. Sur son téléphone portable, il y avait plus de 70 fichiers entre photos et vidéos d'elle. Il enregistrait beaucoup de photos à partir de ses propres réseaux sociaux. D'autres, il les prenait au travail et des vidéos qu'il filmait à l'intérieur de l'entreprise sans qu'elle ne s'en rende compte et parfois en se concentrant sur ses parties intimes. En plus de cela, il entretenait une conversation sur son téléphone avec un faux profil qu'il avait lui-même créé, où il se faisait passer pour une femme lesbienne qui lui racontait des moments intimes d'une relation qu'elle avait avec Morgan. Concernant l'exécution du crime, Jason se serait réveillé à 1h20 du matin selon l'alarme de son téléphone, serait allé dans la rue de Morgan et aurait garé la voiture sur le terrain voisin d'où il pouvait voir le moment où elle sortirait. Dès qu'il l'a vue sortir de chez elle et monter dans la voiture, il l'a abordée et l'a touchée. Il a tiré 2 fois à bout portant. Son téléphone ne l'a jamais localisé sur la scène du crime parce qu'il aurait tout simplement laissé son téléphone à la maison. En ce qui concerne les analyses de la coin de la voiture, la raison pour laquelle la clôture du voisin était tachée de boue, c'est qu'il avait plu cette nuit-là. Et lorsque Jason a quitté les lieux en trombe après le crime, la bouse a été projetée sur la clôture. Après être sorti du travail et avoir remarqué à la lumière du jour que la voiture était sale, il a emmené le véhicule au lavage auto pour éliminer les preuves et s'est arrêté à la station-service pour s'assurer que tout était propre. En ce qui concerne l'arme du crime, la police n'a jamais réussi à identifier avec précision l'arme utilisée. Il savait bien seulement que, d'après les balles utilisées, il s'agissait d'une arme de .22. Cependant, Jason vivait avec son père et son père possédait 4 armes à la maison, dont l'une était de .22. L'expertise n'a pas pu confirmer qu'il s'agissait de l'arme utilisée, mais a laissé entendre que c'était possible, car cela faisait beaucoup de coïncidences. Et il faut rappeler que des chiens renifleurs ont détecté de la poudre d'arme à feu sur le siège passager de sa voiture. La théorie finale concernant le mobile ne semblait donc pas si compliquée. Jason était obsédé par Morgan et, en réalisant qu'elle ne voulait même plus être amie avec lui, il a planifié et exécuté sa mort. Au final, le jury a reconnu Jason coupable de toutes les accusations, y compris le harcèlement moral, poursuite, usage d'une arme à feu et meurtre avec préméditation, et il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La fille de Morgan, Emilia, qui n'avait que 8 ans à l'époque, a été autorisée à lire une déclaration d'impact devant le tribunal. J'aime beaucoup ma maman. Elle était tout mon univers et ma vie. Et je ne la reverrai plus jamais à cause de ce monstre. Je pensais que les monstres n'existaient pas, mais tu m'as prouvé le contraire. Tu as blessé beaucoup de gens, y compris toi-même. Je voulais juste savoir pourquoi tu as fait ça. Ça va me hanter pour le reste de ma vie. Une vie que je vais vivre sans ma mère. Pendant la lecture de cette lettre, c'était la première fois que Jason montrait une quelconque émotion. Il baissait la tête, la secouait parfois négativement et a même versé quelques larmes. D'après ce qu'ont dit les sœurs de Morgan dans un documentaire, Emilia a écrit une partie de ce discours toute seule. Et ces mots montraient déjà à quel point elle était perspicace et à quel point elle avait dû mûrir tôt dans la vie. En octobre 2021, un an après le meurtre, et alors que Jason était déjà en prison, la famille et les amis de Morgan se sont réunis pour une manifestation pacifique devant le siège de FedEx où ils travaillaient tous les deux. Ils étaient là pour représenter la vie de Morgan,
en expliquant que si la direction avait fait son travail correctement, avait pris une quelconque mesure, dès que Morgan a signalé pour la première fois le problème du vol de son téléphone portable, peut-être qu'elle serait encore en vie. Je proteste, je ne veux pas discréditer la famille. Mais je crois que même si FedEx avait pris n'importe quelle mesure, par exemple en licenciant Jason, je pense que cela ne l'aurait pas empêché de faire ce qu'il a fait. D'autant plus que le crime a eu lieu en dehors de l'entreprise. Mais indépendamment de cela, je crois que cette protestation est très légitime, surtout pour mettre en avant le manque d'attention accordé à l'employée lorsqu'elle a demandé de l'aide. Même si l'entreprise n'a pas eu de participation directe, le silence ou la neutralité face à ce qui s'est passé peut être interprété comme de l'indifférence. Ce type de manifestation sert d'avertissement. Les gens veulent plus que de simples règles suivies à la lettre. Elles attendent de l'humanité, de la prise de position et surtout de l'empathie. Derrière la protestation, la famille a poursuivi FedEx et, dans un accord conclu avant que l'affaire n'aille en justice, l'entreprise a accepté de payer 4 millions de dollars, dont la moitié, soit 2 millions, serait destinée à un fonds étudiant afin qu'Emilia puisse couvrir toutes les dépenses qu'elle pourrait avoir pendant ses études universitaires.